Merci d'être venu. Donc aujourd'hui, du coup, on va parler de l'édition, mais plus précisément en fait de thématiques de société qu'on a tous à travers nos livres. Donc avant ça, du coup, je vais présenter la maison d'édition. C'est organisé par Lettres à part édition, qui est une maison d'édition qui a ouvert en avril 2022 et qui est basée sur La Rochelle. On publie des romans en tout genre, comme on va le voir, et des livres pratiques, comme ici on a un exemple avec le bullet journal. On en reparlera du coup par la suite. J'ai signé moi je suis du coup la fondatrice de Lettres à part édition, en plus d'être autrice, et donc j'ai déjà signé avec 10 auteurs, et on a actuellement 11 titres disponibles à la vente. Donc on va faire un petit tour du coup de table pour présenter tout le monde. On fait de gauche à droite, si ça vous va. Du coup, moi je m'appelle Rose Chauvier, j'ai écrit ce trimestre, j'ai 24 ans et dans ma profession actuelle, je suis préparatrice de commandes dans le milieu du livre. Moi c'est Olivia, j'ai 25 ans, je vis dans Paris, je suis directrice artistique dans la vie de tous les jours et j'ai écrit du coup un roman graphique, Le fruit de l'eau, et j'ai fait le bullet journal de lecture avec Laura. Moi, comme je vous le disais, je suis la fondatrice de Lettres à part et j'ai en plus du bullet journal, publié du coup à l'intérieur de ma maison d'édition 3 romans. Kyle Arcane, 28 ans, j'ai écrit Interactoire, donc un livre de science-fiction fantastique. Et dans ma vie de tous les jours, je suis enseignant de lettres histoire géo à Avignon. Moi je m'appelle Marion, j'ai 26 ans, je suis employée de commerce et j'ai écrit Folle et une histoire de thé. Donc on va commencer du coup avec Marion. Marion, est-ce que tu peux du coup rapidement, tu l'as un peu fait du coup te présenter, mais parler un peu plus de tes romans et résumer Folle. Folle, c'est l'histoire d'Adrienne qui a un visage de ses jambes, dans un accident de cheval, et on va suivre tout son parcours psychologique et physique pour se remettre de cet accident. Et il y a une petite romance autour. Et pour une histoire de thé, c'est difficile à résumer parce que c'est juste une toute petite romance de Noël qui se lit quand on a envie de se détendre d'un petit moment tranquille. Donc pourquoi tu as choisi la thématique du handicap pour ton roman? Parce que pendant mes études, j'ai travaillé avec des handicapés auprès des chevaux également, et que c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que c'est incroyable de voir les enfants particulièrement s'épanouir auprès des chevaux. Et du coup, j'avais envie de traiter ça en parlant d'espoir, de courage aussi. Et afin de mettre aussi plus de représentation dans ce milieu qui est un peu fermé. Du coup, dans ton roman, dans tes 2 romans même, tu as choisi de faire une romance entre 2 hommes. Pourquoi du coup avoir choisi de faire ça? Parce qu'à l'époque où j'ai écrit Folle, il y a 3 ou 4 ans, il y avait peu ou pas beaucoup de représentation de romances LGBT de manière générale. C'était assez limité et beaucoup sur les réseaux sociaux, principalement sur les plateformes comme Wattpad. Il n'y avait pas beaucoup qui étaient publiés. Et pour moi, en ce qui me concerne, c'est plus simple d'écrire sous le point de vue d'un homme parce que ça se rapproche un peu plus de mon caractère et de ce que moi je suis, donc c'est plus facile. Et j'avais envie de sortir un peu des clichés qu'il peut y avoir dans les romances un peu LGBT, etc. Donc j'ai voulu faire ma propre version. Donc du coup, tu as un peu répondu. Donc pourquoi pas de femmes finalement? Parce que je suis plus à l'aise pour écrire avec les hommes. Ok. Est-ce que tu peux nous parler, qu'est-ce que tu penses des romances du coup LGBT? Donc LGBT, c'est entre 2 hommes ou 2 femmes, qui est actuellement du coup sur le marché. Est-ce que tu trouves qu'il y en a beaucoup, pas assez? Est-ce que tu trouves qu'elles sont bien? Qu'est-ce que tu en penses globalement? Moi j'en ai beaucoup, mais principalement des auto-édités, notamment Océane Chambon qui écrit sur beaucoup de sujets différents, les violences conjugales, la maltraitance infantile, le suicide, etc. Et c'est très intéressant parce que c'est des romances qu'on va retrouver aussi dans les romances hétéros. Et du coup, c'est génial d'avoir des sujets pour tout le monde et pour toutes les représentations de genre, etc., de sexualité. Est-ce que tu prévois du coup, puisque en fait Marion a beaucoup de livres en cours d'écriture, je crois qu'il y en a presque 10, c'est
c'est ça? Oui, c'est vrai. Presque 10. Est-ce que du coup, parmi ces livres, tu prévois du coup de faire une romance du coup hétéro ou une romance entre deux femmes pour changer un peu? Pas pour le moment, peut-être dans le futur, mais là j'ai un roman qui est sous le point de vue d'une femme, mais il n'y aura pas de romance. Déjà, on va commencer petit. Oui, c'est vrai, parce que du coup, tu n'as pas fait encore de roman avec un point de vue féminin. Non, jamais. Ok, donc ce sera la première fois. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup. On va passer à Olivia, du coup. Donc, Olivia, est-ce que tu peux un peu plus te présenter et nous résumer le fruit de l'eau? D'accord. Déjà, le fruit de l'eau, il a été fait pour mes études en master. C'est pour ça du coup que c'est un roman graphique et pas un roman classique, parce que ça regroupait vraiment tout ce dont j'avais besoin pour valider ma formation, donc l'illustration, la mise en page, l'écriture, la com autour et le marketing. Et du coup cette histoire, elle m'a inspirée quand je suis allée sur l'île Sainte-Marguerite en été. Je l'ai trouvée incroyable, je sais pas si vous connaissez, mais il y a l'histoire du masque de fer dessus, enfin des légendes incroyables. Et je sais pas, je me suis vachement inspirée des lieux, des paysages. Et du coup, c'est un roman à suspense avec un groupe d'amis. Et c'est beaucoup plus du fantastique. C'est plus fantastique. Pourquoi du coup, tu en as un peu parlé rapidement, mais plus en détail, pourquoi avoir fait un roman graphique? Parce que ça rentrait dans les critères d'évaluation de mon master pour le coup, et que j'avais envie de travailler un peu mon illustration. J'ai fait une licence d'art plastique, donc ça rentrait aussi dans mes compétences, on va dire. Et je trouvais ça sympa d'apporter une touche d'illustration dans un roman classique. C'est du coup un peu tout public, on peut avoir de toutes les cibles. Enfin voilà, je pense que les illustrations parlent un peu à tout le monde, il n'y en a pas dans toutes les pages, c'est assez modéré. Donc, voilà. Et donc du coup, c'est toi qui as réalisé tous les graphismes, y compris la couverture. Y compris la couverture. Qu'est-ce que tu peux dire du coup par rapport à les romans graphiques qu'on voit aujourd'hui? Qu'est-ce que toi, le tien, qu'est-ce qu'il a de différent? Alors, je lis pas énormément de romans graphiques, ça peut paraître très contradictoire et étrange, sachant que j'en ai fait un. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'en feuillete certains, il y a énormément d'illustrations, il y en a quasiment à toutes les pages. Je dirais que le mien c'est un petit peu plus modéré, on a quand même beaucoup de texte, donc c'est plus un texte illustré, donc un roman graphique pur et dur ou quelque chose qui s'apparenterait plus à de la BD. Son format aussi est un peu différent des autres, mais sinon je vois que ça peut... Oui, c'est ça. Enfin, oui, c'est à peu près ça. C'est ce que du coup la question d'après rejoint finalement par rapport à un roman traditionnel où on va avoir vraiment que l'écriture. Là, on a les graphismes en plus, ouais. Mais finalement, c'est pas non plus comme les BD où là, pour le coup, on a très peu d'écriture parce que là, on a quand même des pages entières d'écriture. Ouais. C'est l'illustration qui accompagne le récit. Oui. Bah, tu peux peut-être montrer des exemples. Ouais. Je vais vous montrer ma page préférée. Non. Bien. Si tu bon, je vais montrer une page au hasard, mais du coup on a quand même de bonnes pages de texte, on a toujours un petit peu d'illustration avec, et on a souvent une grosse illustration qui accompagne aussi. Donc voilà, j'ai essayé de pas trop détailler non plus quand c'était des personnages, parce qu'étant une grosse lectrice, je n'aime pas trop qu'on imagine à ma place. Donc j'aime bien quand même laisser le lecteur imaginer tout en étant accompagné par les illustrations du roman. Et est-ce que du coup tu peux nous parler un peu plus globalement voilà, de tes connaissances dans l'illustration justement? Alors l'illustration, surtout dans l'édition, j'ai l'impression que ça ressort énormément, même dans les romans classiques en fait on retrouve de plus en plus d'illustrations. Je prends par exemple le roman de Rose, je l'ai feuilleté hier et c'est vrai que on a une petite touche d'illustration et en fait je trouve que ça se développe de plus en plus dans l'édition. Il y a de plus en plus d'autrices qui accompagnent leur roman d'une carte dans leur personnage ou d'une illustration. Les couvertures sont de plus en plus travaillées aussi parce qu'on se rend compte que l'illustration de la couverture joue sur l'achat en fait, d'un livre. Donc on se rend compte que l'illustration aujourd'hui elle est aussi un peu au cœur de l'édition. Et je trouve que c'est très important d'apporter cette petite touche à un texte aussi. C'est toujours valorisant je trouve pour les récits ou les textes. Et du coup, est-ce que tu as aimé cette expérience? Est-ce que tu souhaiterais recommencer? Alors oui, j'ai adoré cette expérience. La preuve, j'ai deux livres avec moi aujourd'hui. On a signé pour un troisième. Oui, j'ai réitéré l'expérience. Donc du coup, tes lecteurs demandent une suite pour le fruit de l'eau. Qu'est-ce que tu leur réponds? Alors je réponds que
je ne ferai pas de suite parce que c'est un projet qui, je pense, a touché à sa fin, sachant que c'était un projet de master et que j'aimerais vraiment développer un peu plus mes compétences. Mais j'ai en cours d'écriture un préquel d'un des personnages phares du roman. Donc là, ce ne sera pas un roman illustré, il y aura peut-être deux illustrations quand même. On ne va pas changer tout ce qui fait ma créativité, mais ce sera plus un préquel, en peut-être une romantaisie, quelque chose, voilà. Mais on retrouvera en tout cas un des personnages et son histoire avant le fruit de l'eau, dans peut-être un prochain roman. On peut savoir lequel des personnages? Bah, je veux pas spoil au cas où. Ok. Parce que c'est un personnage qui n'est pas dans la quatrième de couvent. D'accord, ok. Bon, bah alors on dira. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu du bullet journal maintenant, nous expliquer un peu le concept, comment on l'a réalisé, Ouais. etc. Alors le bullet journal, on est vraiment parti de rien. Pour le coup, juste d'une idée de Laura et de mes compétences en graphisme. Et on s'est beaucoup concerté, on a choisi des pages qui nous tenaient à cœur. Et on est toutes les deux de grosses lectrices, donc ça nous a beaucoup aidé. Aujourd'hui, on a voulu faire un bullet journal qui puisse correspondre à tout le monde. Quelque chose de design, de coloré, parce qu'en fait, tous ceux qu'on retrouvait dans le commerce ne nous plaisaient pas. Clairement, je ne sais pas, ils étaient pas, voilà, ils étaient moins vivants, ils étaient noir et blanc. Là, on a mis des spirales aussi, c'est beaucoup plus pratique. Et on voulait vraiment quelque chose à notre image qui soit accessible à tous, avec beaucoup de fiches lecture pour les gros lecteurs. On a des trackers, des pages de citations. Enfin, voilà, je spoil pas tout, mais il y a pas mal de choses. Ouais. Et les fiches, du coup, donc voilà. Et du coup, puisque t'aimes plutôt faire ça, on a re-signé ensemble pour un second bullet qui là pour le coup n'a rien à voir puisqu'on part dans le domaine de la santé. En fait, on va créer une sorte de carnet de santé amélioré avec toutes des fiches, toutes des pages en fait, pour pouvoir rentrer ses rendez-vous médicaux, les retours de ses rendez-vous, mais également en fait, des fiches conseils sur vraiment toutes les catégories possibles. Donc on aura de tout, la gynécologie, la cardiologie, généraliste, etc. Sans trop en dire pour le moment. Donc voilà, on repart pour un nouveau projet qui sortira du coup en septembre 2025. Non, 2025. Donc voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Moi, c'est tout. On va passer à Rose du coup. Donc Rose, est-ce que tu peux rapidement te représenter et nous résumer ce qui reste? Ok, du coup moi c'est Rose Chauvier et ce qui reste c'est mon premier roman. Ça parle d'un groupe de lycéens qui a pour grand rêve d'être qualifié pour le concours international de danse. Sauf qu'il y a un de leurs amis qui fait partie du groupe qui décède. Et donc on va suivre les adolescents dans leur reconstruction, dans la poursuite de leurs rêves, de comment est-ce qu'ils arrivent à continuer la danse et à monter sur scène malgré la perte. Et il y a un nouveau danseur qui arrive à ce moment-là dans le groupe et qui devient un peu un bol d'air frais dont ils avaient besoin à ce moment-là pour reprendre un peu goût à la vie. Ok, est-ce que du coup tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette thématique du deuil pour ton roman? Du coup, je voulais un peu extérioriser la solitude qu'on pouvait ressentir après la perte d'un être cher. Et aussi toutes les émotions par lesquelles on peut passer, qui sont pas mal contradictoires par moments, et qui font un peu des yo-yo, des montagnes, des vagues. Du coup, j'espérais peut-être que des personnes qui passaient par là se sentiraient peut-être moins seules en lisant le livre. Et quel est selon toi le message important que tu as voulu faire passer? Je suis perdue. Oui, pardon. Qu'est-ce qui différencie du coup ton livre des autres romans du coup, que tu connais ou qu'on connaît qui parlent de deuil? Ouais, du coup, dans mon roman, alors moi j'ai pas lu beaucoup de livres qui parlaient exactement du deuil, mais de ce que j'ai pu remarquer dans les livres où il y avait des personnages qui mouraient, c'était souvent soit à la fin ou alors pendant des livres où il y avait beaucoup d'action et du coup les personnages n'ont pas forcément la place et le temps de vivre leur deuil vraiment, parce que l'histoire fait qu'ils n'ont pas le temps de s'attarder là-dessus. Et du coup moi dans mon livre, on suit vraiment le processus de deuil du début à la fin, parce que le personnage meurt presque au début du livre. Et donc on suit principalement les étapes les plus connues du deuil, comme le choc, le déni, la colère, la peur, la tristesse, l'acceptation et la reconstruction. Et on suit aussi d'autres personnages pour avoir d'autres points de vue des réactions face à la mort de leur ami.
Du coup, quel est le message important que tu voulais faire passer dans ton livre? Du coup, pour moi, le message le plus important qui était à passer, c'était, je pense, la résilience face à la mort, parce qu'on ne peut rien y faire et on est tous touchés par ce sujet-là un jour. Et l'importance de l'amitié, d'être entouré, et que le deuil, c'est pas que linéaire, c'est pas au début on est triste et puis après ça va mieux, c'est toujours un peu par vagues. On peut être très triste au début ou même rien ressentir au début, et puis après ça peut aller mieux, ça peut aller moins bien, et c'est normal. Pourquoi tu penses qu'un lecteur devrait acheter ton livre en 2025 et quels sont ses atouts selon toi? Pour moi, je pense que mon roman, il peut vraiment aider des personnes qui peuvent vivre la même chose, ou même pas forcément, mais qui peuvent vraiment les aider à se sentir mieux, ou au moins se sentir compris, à libérer une peine peut-être qu'ils n'arrivent pas à ressortir ou à comprendre. Et je sais que j'ai pas mal de retours là-dessus, de personnes qui ont vécu des deuils et qui m'ont dit qu'ils se sont sentis compris et qu'ils ont senti, à travers les personnages, ils ont réussi à vivre aussi leur deuil en même temps qu'eux, et que ça leur avait fait du bien. Est-ce que tu penses que du coup aujourd'hui il y a entre guillemets trop de romans dans ce style un peu dramatique? On a notamment pas mal de romans qui étaient sortis à un moment il y a 2 ans à peu près je crois, où justement il y avait des morts, qui parlaient de deuil. Du coup, qu'est-ce que tu en penses? Alors personnellement, moi je trouve qu'il n'y a pas trop de romans dramatiques et qu'au contraire ça permet, je trouve, de mieux analyser ses émotions, peut-être mieux les comprendre, ou devenir plus empathique aussi face aux personnes qu'on a en face de nous, où parfois on ne peut pas forcément comprendre ce qu'ils vivent dans un instant T, et peut-être qu'un livre ça peut leur permettre aussi de se dire peut-être que cette personne-là elle a ressenti ça. Et en dehors du deuil, je trouve que les romans en général qui ont un côté dramatique ou pas forcément, apportent toujours une réflexion dans ce sens-là. Je pense par exemple à La Servante écarlate de Margaret Atwood, qui donne une réflexion sur le droit des femmes ou sur les pertes des libertés, aux dystopies comme La Faucheuse de Neil Christorman, qui lui donne des réflexions sur la mort, sur l'immortalité, sur potentiellement l'euthanasie ou l'aide à mourir. Il y a les livres du coup, qui sont sortis plus récemment et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera, qui lui pose plutôt des questionnements sur est-ce qu'on se permet de vivre comme on a envie de vivre, ou est-ce que parce qu'en gros dans son livre l'histoire c'est qu'on reçoit un appel pour nous dire qu'on meurt dans les 24 heures, on ne sait pas quand, et on découvre que les personnages se mettent à vivre pour de vrai une fois qu'ils savent qu'ils vont mourir dans la journée. Et donc ça pose pas mal de questions. Ou alors des livres plus classiques comme Nos plus belles amies de Clara Hérault, qui posent des questionnements de société comme sur la culture du viol ou tout simplement la vie à la fac, tout ça. Et donc pour moi ça apporte forcément des questionnements qui nous permettent déjà d'ouvrir son esprit et de développer une opinion qui peut être importante dans la société en général. Merci. Du coup, on va passer à mes livres, et surtout à La vie à la danse. Moi, du coup, pour me présenter rapidement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis autrice de 3 livres et la fondatrice de Lettres à part édition. Je suis également atteinte d'endométriose et d'adénomiose, c'est ce qui m'a donné envie de rédiger mon second roman, La vie à la danse. Puisque c'est une maladie encore très peu connue aujourd'hui, et ça me tenait à cœur de pouvoir en parler tout en restant dans une idée d'espoir et en faisant un roman qui est une histoire fictive, ce n'est pas du tout mon histoire à moi. Donc pour résumer, La vie à la danse, c'est l'histoire d'une jeune danseuse qui est élève à l'école de danse de l'Opéra de Paris et qui apprend au fil des pages qu'elle est atteinte d'endométriose et d'adénomiose, et donc qui essaye de comprendre cette maladie, de vivre avec, tout en essayant de réaliser son rêve de devenir danseuse étoile. Pour parler rapidement de l'endométriose et de l'adénomiose, c'est une maladie qui est gynécologique, qui est génétique, qui est chronique et inflammatoire, qui touche environ 1 à 2 femmes sur 10 aujourd'hui en France.
En moyenne, on a encore 7 ans à la diagnostiquer, donc c'est un parcours assez long. Elle provoque plus d'une trentaine de symptômes, soit des symptômes quotidiens, soit des symptômes occasionnels. On peut retrouver parmi les plus connus forcément les règles hémorragiques et douloureuses, mais on peut retrouver aussi des problèmes comme des besoins d'uriner fréquemment, des problèmes digestifs, des douleurs constantes dans le dos, les épaules, des douleurs lors des rapports aussi. Il faut savoir que sur les gens atteints de cette maladie, il y a plus de 70% qui souffrent de ces symptômes au quotidien. Elle peut également du coup monter, toucher d'autres organes quand elle s'aggrave, comme la vessie, les intestins, et vraiment quand elle est très grave, les poumons ou encore l'estomac. C'est pour ça qu'on appelle aussi l'endométriose le cancer qui ne tue pas, puisqu'elle peut gagner du terrain, mais en tout cas elle ne vous tuera pas. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est en 2024 et il y a encore seulement une personne sur 2 en France qui connaît cette maladie et qui en connaît les symptômes, donc c'est encore très peu. C'est pour ça que voilà, c'est important de pouvoir continuer la recherche, pouvoir faire des dons pour pouvoir aider et pour pouvoir pousser cette maladie à être plus connue. Il faut savoir aussi que c'est l'une des principales causes d'infertilité, puisque 40% des personnes atteintes d'endométriose ou d'adénomiose ne peuvent pas tomber enceintes. Et pour l'adénomiose, à la différence en fait, de l'endométriose, l'endométriose va toucher du coup l'extérieur de l'utérus pour faire court, alors que l'adénomiose va toucher l'intérieur. Mais il faut savoir que 30 à 60% des personnes atteintes d'endométriose ont également de l'adénomiose. Je disais tout à l'heure, mais la recherche progresse malgré tout, même si aujourd'hui on ne peut pas encore guérir cette maladie. On peut quand même toutefois la soulager, et notamment au-delà des cachets avec des médecines douces comme l'ostéopathie, la sophrologie, les psychologues également, la méditation, l'hypnose ou encore les méthodes d'électrode et la kinésithérapie. Voilà, c'est important de pouvoir, si on peut évidemment, contribuer à la recherche et aux dons, et c'est ce que j'ai voulu faire à mon échelle avec À la vie à la danse, puisque pour chaque livre vendu, je reverse 1 € à l'association Endo France. Et donc, depuis qu'il est sorti, j'ai déjà pu reverser plus de 251 €. Donc, c'est une petite victoire, et à chaque fois, du coup, chaque année, je reverse le bilan de l'année à l'association. Donc, pour parler du coup de Endo France, c'est une association en fait qui lutte contre l'endométriose depuis 2001. Elle a 5 objectifs, du coup, informer, sensibiliser, organiser des événements pour cela, soutenir toutes les femmes atteintes d'endométriose et d'adénomiose, promouvoir la recherche et militer pour la reconnaissance de la maladie. Donc il y a 3 chiffres à retenir, c'est qu'ils ont déjà créé plus de 38 projets de recherche, ils ont donné 440 000 € à la recherche, et ils créent environ une centaine d'événements en France par an pour faire des rencontres, faire des conférences, etc. pour informer. Donc voilà, c'est vraiment une association qui fait très bien son travail et qui aide énormément à la recherche contre l'endométriose. Pourquoi j'ai écrit du coup là-dessus? Comme je le disais, donc parce que j'en suis moi-même atteinte. Moi, pour parler rapidement de mon parcours, j'ai été diagnostiquée au bout d'1 an, donc ça peut paraître peu comparé aux 7 ans de diagnostic, mais il faut savoir qu'en fait j'ai passé 1 an quasiment tous les jours chez un médecin différent, on m'a fait un tas d'examens, alors que finalement, au bout du compte, le moyen de trouver si on a l'endométriose, ça reste l'IRM pelvien. Au moment où on m'a enfin fait cette IRM, au bout d'1 an de recherche, on a découvert donc, que j'avais l'endométriose et l'adénomiose. J'ai eu les deux, j'ai eu un petit bonus, c'était super. Et donc on m'a découvert ça à 20 ans, donc ça fait déjà maintenant quelques années, puisque je vais avoir 29 ans. Pour ma part, j'ai quasiment tous les symptômes, j'en ai 28 sur 30, quasiment au quotidien. Et pourquoi avoir voulu parler d'Endo France et reverser Endo France? Parce que j'ai moi-même été bénévole du coup pendant 2 ans, et donc j'ai pu rencontrer toutes ces femmes qui sont toutes atteintes du coup de la maladie, qui sont toutes qui donnent leur temps, qui bénévolement, c'est qu'à le dire, et qui sont vraiment toutes super, c'est toutes des combattantes en fait, et c'était vraiment une très très belle expérience. J'ai dû arrêter malheureusement par manque de temps, mais c'était une très très jolie expérience. Si je peux donner pour les personnes que ça intéresse des livres qui parlent d'endométriose, à part le mien, des livres on va dire un peu plus calés, on va dire plus médicaux, du coup moins romancés. On a notamment le livre de Marie-Rose Gallès qui s'appelle tout simplement Endométriose, qui explique très bien la maladie, qui parle des recherches à travers le monde et qui explique vraiment, qui donne des conseils. C'est vraiment super complet, c'est hyper intéressant. On a écrit un second également, plus
spécifique sur comment avoir des relations sexuelles sans douleur et être épanouie dans son couple avec de l'endométriose. On a également un livre pour les plus jeunes qui a été créé spécialement pour les adolescents qui s'appelle L'endométriose de Clara, qui est une BD qui sert justement à avertir en fait et à sensibiliser contre l'endométriose. Et enfin, pour les personnes qui sont comme moi par exemple et qui n'aiment pas trop les médicaments, on a Soulager l'endométriose sans médicaments et ça aide ça donne plein d'astuces en fait avec de la médecine douce. Donc voilà, pour À la vie, à la danse. Et du coup, pour résumer rapidement mes 2 autres ouvrages, on a Deux portes de toi qui est sorti l'année dernière, qui là pour le coup est une romance qui parle de Lou et Gaël, qui étaient amoureux au lycée, qui se sont fait une promesse qu'ils n'ont pas tenue. Et 6 ans plus tard, Gaël emménage complètement par hasard sur le même palier que Lou. Et du coup, est-ce que leur histoire d'amour va être possible ou est-ce qu'il est trop tard? Et pour Efouandé, là on est plutôt sur une romance qu'on appelle Feel Good, une romance de vacances, où du coup on retrouve Léna qui va rencontrer une bande d'amis en vacances, dont un frère et une sœur. Et elle va du coup revoir ce frère et cette sœur parce qu'elle va avoir un vrai coup de foudre amical pour eux. Et elle va tomber amoureuse du frère, sauf que du coup 600 km les séparent, donc est-ce que leur histoire est possible? Et on l'a su sur plusieurs années avec tous les rebondissements qu'on peut avoir quand on est adolescent, puisqu'on l'a suivi de ses 16 ans à ses 21 ans. On va passer à Gaël du coup, et du coup est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous parler de l'Interaccord? Bien sûr. Du coup, j'ai 28 ans, je suis enseignant, comme je disais, à Avignon en lettres histoire géo, donc c'est vrai que j'ai jamais vraiment quitté le monde des livres. Interactor, c'est un roman de science-fiction et de fantastique, dans le sens où ça se passe dans un futur proche, en fait, où les jeux vidéo bénéficient de progrès techniques et technologiques, c'est-à-dire qu'on joue plus du tout avec des manettes dans les mains, maintenant on met directement un casque, ou éventuellement des lunettes pour les plus fortunés, et on est transporté directement dans le jeu. Donc la console est reliée aux appareils sensoriels finalement du cerveau, et donc quand on lève le bras dans l'atelier, on lève le bras aussi dans le jeu vidéo. Interactor est une société qui va développer le dernier jeu qui bénéficie de ces technologies, et donc 2 millions de personnes vont se jeter dans les serveurs pour bénéficier justement de ces aventures. Et chose qu'ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas s'attendre au fait que la touche déconnexion finit par disparaître. Donc on se rend compte finalement qu'ils sont obligés de terminer le jeu s'ils veulent s'en sortir, parce que les gens qui racontent que si jamais ils meurent dans le jeu vidéo, ils meurent dans la vraie vie. Donc l'histoire est racontée du point de vue de 3 personnes qui sont totalement différentes. J'ai voulu varier les différentes approches. Et donc au final, on a beaucoup d'actions, des intrigues palpitantes et des dilemmes émotionnels, parce que finalement, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Du coup, pourquoi avoir choisi la science-fiction pour ton livre? En fait, c'est un peu par hasard, parce que moi, de base, j'écris beaucoup de fantastique, et j'ai l'impression que plus je vieillis, j'aime pas trop ce mot-là, plus j'évolue plutôt, et plus je me tourne vers la science-fiction, parce que le fantastique, finalement, ce serait l'apparition de créatures surnaturelles dans un cadre réaliste, sauf si on le décline dans toutes les ramifications, c'est-à-dire qu'on a la fantasy, la high fantasy, où là pour le coup, tout ce qui est surnaturel et magique, féerique, ça fait clairement partie du cadre. Alors que la science-fiction, c'est plus des spéculations relationnelles ou des progrès technologiques qui mettent en avant finalement un côté plus réaliste. Et donc c'est pour ça que finalement Interaccord, c'est un subtil mélange des deux, parce qu'on est vraiment dans un cadre réaliste, on est dans un univers proche, avec des technologies avancées, donc finalement c'est assez réaliste. Mais d'un autre côté, 99% du jeu se situe dans un RPG de type fantasy, fantastique, et donc on n'est plus vraiment dans ce cadre-là. Donc en fait finalement, je pense que les enjeux de la science-fiction m'intéressent de plus en plus par rapport aux enjeux du fantastique. Et du coup, comment t'es venue l'idée de faire entrer des personnes dans un jeu vidéo et que le jeu devienne en fait la réalité? En fait, c'était pas tant le jeu vidéo qui m'intéressait de base, c'était plus un monde, alors pas forcément parallèle, mais plutôt peut-être même une autre dimension où en fait on coince. Le but vraiment c'est de piéger des joueurs. Alors récemment il y en a de plus en plus, on voit par exemple sur Netflix, il y a des séries comme Squid Game ou Alice in Borderland où vraiment on piège des gens dans une sorte d'univers où c'est obligé de jouer à des jeux pour s'en sortir, etc. Mais en fait il y avait beaucoup d'histoires comme j'entends souvent parler de Tron, ou Tron, je sais pas trop comment ça se dit,
Sword Art Online aussi, où vraiment on est dans un univers très ludique, mais finalement ce divertissement se transforme en un piège mortel où les gens en fait se retrouvent piégés. Et finalement, quand j'ai commencé cette histoire, donc c'était en 2010-2011, même si j'ai fait beaucoup de pauses, j'étais au lycée et en fait avec mes camarades, on s'imaginait vivre des aventures dans des univers, parce qu'on jouait beaucoup à des jeux vidéo. À l'époque, c'était plus des jeux d'horreur, comme Amnesia de Dark Descent ou éventuellement Slender, qui dérivaient de creepypasta, donc des histoires d'horreur sur internet. Et en fait, on s'imaginait vraiment à la place du personnage, donc poursuivi par une entité un petit peu maléfique. Donc l'idée du jeu, finalement, elle arrivait très très tardivement. Mais le problème, c'est que quand j'ai commencé à créer ça, je me suis rendu compte que ça allait être très compliqué parce qu'il fallait inventer le monde, l'univers dans lequel il allait évoluer, il fallait inventer les règles du jeu, la maniabilité. Et en même temps, je me disais, par exemple, si jamais je créais un RPG avec des attaques où on fait vraiment du tour par tour, je me suis vraiment dit que le lecteur allait s'ennuyer parce que finalement, il allait y avoir aucune surprise. Et donc, j'ai essayé de m'affranchir un petit peu des règles du jeu vidéo d'une certaine manière. J'avoue, j'ai un peu réfléchi. Qu'est-ce que, selon toi, quelle est la place des jeux vidéo et de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans les romans? Alors, c'était très compliqué parce qu'aujourd'hui, on peut utiliser, en tout cas dans le processus d'écriture, on peut utiliser l'IA. Par exemple, moi je m'en sers pour générer des illustrations parce que je trouve que c'est plus facile de me plonger dans un univers à partir d'images qui existent. C'est-à-dire que moi je vais demander à ChatGPT par exemple de me générer une image à partir de telle chose, telle chose, telle chose. Il va le faire avec toute l'extravagance que les IA sont capables de produire. Et donc ça va me permettre moi de vraiment me plonger avec un peu plus de facilité dans l'univers. Malgré tout, j'aime bien utiliser quand même les jeux vidéo pour m'inspirer. Il y a des jeux vidéo qui ont des graphismes qui sont révolutionnaires. Je pense par exemple au dernier God of War ou à des Dark Fantasy comme Elden Ring, où là vraiment on évolue dans des univers qui sont majestueux. C'est magnifique. Donc moi je m'en sers plutôt de source d'inspiration. Après, pour ce qui est de l'IA dans les livres, on a beaucoup de livres qui ont des IA comme protagonistes ou antagonistes, même des films très connus. Je pense par exemple à Neuromancien de William Gibson, qui a inspiré Matrix dans les années 2000. Côté film, après les IA, on peut aussi en retrouver dans les robots en général. Je pense à iRobot, Quicksilence ou éventuellement Terminator. Et donc en fait, ces IA, en fait, ça permet de réfléchir un petit peu sur l'ubiquité de la technologie ou sur des préoccupations liées à la surveillance. Et ça donne aussi lieu à des réflexions sur l'exploration de l'intelligence artificielle dans les machines. Et enfin, il y a un problème aussi qui est réalisé par l'utilisation des IA chez les écrivains. Finalement, est-ce que c'est légitime d'écrire un livre avec des intelligences artificielles? Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup d'écrivains aujourd'hui qui utilisent cette technologie pour se lancer dans l'écriture. Est-ce que c'est éthique? Est-ce qu'en acceptant en tant que lecteur d'acheter un livre qui a été écrit par ChatGPT, SmartHub ou éventuellement Axil, alors qu'on paye l'écrivain, ou alors est-ce qu'on ne se sentirait pas un peu trahi si on se rend compte en arrière-plan que le livre qu'on a acheté n'est finalement pas de l'auteur mais plutôt d'une intelligence artificielle? Donc en fait j'ai l'impression que cette place elle est très mitigée. Vous voulez pas rebondir par hasard? Du coup, quels sont les enjeux et le message que tu voulais faire passer à travers ton projet? Honnêtement, j'ai eu le temps d'en développer pas mal. Je me suis intéressé surtout au comportement psychologique de l'immersion complète sur le corps humain, étant donné que ça n'existe pas encore, j'avais quand même le champ libre. Même si je me suis beaucoup inspiré des conséquences qu'il peut y avoir sur le corps humain quand on reste devant un écran pendant plusieurs heures. Donc là-dessus, j'avoue, j'ai fait beaucoup de recherches. Parce que finalement, ça pousse une réflexion sur les implications des mondes virtuels et de la dépendance des jeux vidéo. Jusqu'où on peut aller pour comprendre ce qui sépare le réel du virtuel. Je pense par exemple à des émotions qu'on peut ressentir, l'amitié, l'amour dans un jeu vidéo. Est-ce qu'une fois qu'on sort du jeu, tout ce qui était à l'intérieur, on est censé l'oublier ou au contraire continuer notre romance, notre amitié envers ces différentes personnes? Par rapport aux conséquences psychologiques de l'immersion, je voulais aussi montrer les effets psychologiques dans le sens où le personnage de Maxime par exemple doit constamment jongler entre sa vie dans le jeu, ses expériences et en même temps protéger sa famille. Donc on a quand même des émotions du monde réel qu'il va garder dans ce monde virtuel.
Et donc aussi la question de l'identité, parce que finalement, est-ce qu'on est obligé de rester soi-même dans un univers où on peut enfin décider de devenir quelqu'un d'autre? Donc c'est une question que j'ai abordée aussi. Je voulais montrer du coup l'importance des relations humaines dans ces univers-là, parce que au fur et à mesure de l'histoire, les personnages vont être obligés de former des liens solides. Ils vont devoir coopérer pour survivre dans un univers qui est à la fois magnifique et impitoyable. Et donc ce message est amplifié par le fait que l'isolement et la rivalité vont devenir des freins à la réussite de cet univers. Je parle d'isolement parce qu'il y en a beaucoup qui vont avoir peur de perdre le jeu tout simplement, et donc qui vont rester dans leur maison. Sauf que dans un jeu qui progresse, où les ennemis deviennent de plus en plus forts et où le manque d'expérience fait que ça devient de plus en plus dur, petit à petit ils vont se retrouver dans une difficulté. Ensuite, les personnages d'interacteurs sont constamment en quête de liberté et vont forcément chercher un moyen de terminer le jeu le plus vite possible pour rentrer chez eux. Et donc je trouve que ça reflète un petit peu le désir humain de se libérer de situations oppressantes finalement. J'ai aussi questionné l'éthique des nouvelles technologies, parce que c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle qui se développe à vitesse grand V aujourd'hui, il n'y a pas finalement beaucoup de restrictions à part les droits d'auteur et éventuellement tout ce qui est caractère sexuel ou même des questions de violence. Finalement, il n'y a pas beaucoup de restrictions dans l'utilisation de ces différentes intelligences artificielles. Et enfin, la question de la résilience et de l'évolution des personnages, parce que les épreuves auxquelles ils sont confrontés dans ce monde virtuel va les forger s'ils reviennent dans le monde réel. Et donc, ça va les transformer et les aider à mieux comprendre vraiment qui ils sont dans un univers qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Est-ce que du coup, tu penses qu'il y a des idées reçues quand on parle de science-fiction dans les romans, et lesquelles, si tu penses que oui? Oui, alors la première idée reçue qui m'est arrivée quand j'ai réfléchi à cette question, c'était plutôt tout ce qui était le fait qu'on imagine vraiment que la science-fiction relève de la technologie et éventuellement de l'espace. Parce que je pense que beaucoup de personnes associent la science-fiction à des récits de voyages spatiaux, éventuellement des robots, des extraterrestres, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors évidemment, il y a toute une série de livres qui traitent de ces sujets, mais la science-fiction explore aussi des thèmes très variés, comme celle des intelligences artificielles, les futures sociétés humaines, parce qu'il y a beaucoup du chromie qui peut exister, les enjeux écologiques, les réalités alternatives et même les phénomènes paranormaux. Ça peut relever aussi de la science-fiction. Après, je pense qu'une autre idée reçue, ça peut être que la SF est un genre principalement qui servirait de divertissement, avec des mondes lointains, des aventures palpitantes. Or, c'est pas forcément le cas. Je pense par exemple à 1984 de George Orwell, qui est vraiment un classique de la science-fiction, mais qui aborde des problématiques profondes liées au totalitarisme, à l'injustice sociale, au rapport de pouvoir, sauf qu'on est vraiment dans des univers futuristes. Je pense aussi que beaucoup pensent que pour apprécier la science-fiction, il faut être passionné de sciences, de mathématiques ou de technologie, alors que certaines œuvres vraiment restent très abordables, y compris par des jeunes qui auraient moins de 15 ans. C'est franchement faisable. Je pense aussi qu'on peut imaginer que la science-fiction est dominée par le genre masculin, parce qu'on a beaucoup de personnages, de personnages principaux qui sont des hommes. Or, on en a de plus en plus qui abordent vraiment la question, qui ont pour personnage principal une femme. Très récemment et très connu, je pense à Divergent, ou éventuellement à Hunger Games, qui sont des récits de science-fiction avec des filles pour protagonistes. Enfin, il y a beaucoup de romans de science-fiction, notamment récents, qui abordent des dystopies ou des récits apocalyptiques. Mais la science-fiction, encore une fois, ça ne se résume pas à ça. Il y a aussi des science-fiction qui ne se prennent presque pas au sérieux, voire qui sont comiques. Je pense par exemple au Guide du voyageur galactique de Douglas Adams, qui est une série qui vraiment essaye de... Je ne sais pas trop comment expliquer, c'est de l'humour et en même temps c'est très pédagogique, donc je trouvais ça intéressant. Et enfin, il y en a beaucoup qui pensent que c'est trop technique et difficile pour être apprécié, alors qu'il y en a qui essaient d'aborder des sujets très très compliqués et en même temps d'une façon assez simple. Par exemple, je pense que beaucoup connaissent La Guerre des Mondes, sauf que en fait c'est le même principe pour mon roman, c'est-à-dire que pour apprécier ce genre de récit, on n'est pas forcément obligé d'être un fan incontesté. Par exemple, pour Interactoire, on va parler de jeux vidéo, on n'est pas obligé de connaître le vocabulaire du jeu vidéo pour apprécier et voire même le comprendre.
Et enfin, du coup, est-ce qu'il y aura des choses différentes dans les tomes 2 et 3 par rapport au premier tome de ton livre, du coup? Et si oui, lesquels? Alors oui, on va essayer d'aborder des thématiques encore plus profondes, plus sombres, peut-être un peu plus violentes aussi. Le rythme aussi va beaucoup changer parce que j'aimerais vraiment que les personnages se retrouvent dans des difficultés croissantes vraiment qui vont devenir de plus en plus compliquées. Parce que je cherchais vraiment en fait à faire en sorte que ce ne soit pas 3 tomes séparés. Je voulais vraiment qu'il y ait un fil directeur jusqu'au tome 3. Et du coup, oui, effectivement, ça va être plus sombre et un peu plus palpitant. Il va y avoir des morts. Un peu plus, oui. Merci. Merci à tous, toutes et tous d'avoir participé. J'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner sur nos réseaux sociaux et merci à tous.